winds 120 knots to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Nous sommes de retour en direct ce soir après un court intermède hier dû à un souper d'équipe. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Ma soirée préférée, c'est le jeudi. Vous commencez à être habitués de l'entendre dans l'émission Radio X-Files. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur les crimes et les tueurs en série. Pour mettre la table ce soir à notre émission, écoutons la prochaine bande-annonce. Toi et moi, on sort ce soir. Mais un truc joli. Tu dis amen à tout ce que Jennifer te dit. C'est juste que j'aime les mêmes choses qu'elle. Salut Jennifer, t'es super belle aujourd'hui. Pourquoi tu viendrais pas chez moi? Mais je rêve. C'est pas vraiment chez toi ici, hein? On peut jouer au papa et à la maman si ça te dit. Oh merde. On dort toujours dans le même lit quand on fait des pyjamas parties. Jennifer est mauvaise. C'est sûr. Tu comprends pas, cette fille, c'est le mal. C'est pas juste une peste. Je le trouve vraiment trop craquant, le chip, en ce moment. J'ai très envie de le goûter. T'as jamais été une vraie amie. Tu peux avoir tous les mecs que tu veux. Pourquoi chip? T'es complètement folle, tu tues des gens. Non, je tue que les mecs. Tu as peur. Je croyais que tu tuais que les mecs. Pourquoi se limiter? S'il le faut, j'hésiterai pas à t'achever. Ouais. Commence déjà par te mettre au sport. Le camp de Jennifer, Jennifer's Body, c'est un des premiers films, en fait, un des rôles marquants de Megan Fox. Salut Christian, bonsoir. Salut Camille, en effet. C'est un film de 2009 qui nous a fait découvrir la très charmante et resplendissante Megan Fox. Et ce film, Le corps de Jennifer, il faut dire qu'il n'a pas été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. Hein. Le film est un peu... ouais, c'est ça. Mais pour ceux qui ont vu le film et qui vont peut-être découvrir notre histoire de ce soir, qui est l'assassinat d'Elise Paler, vous allez sans aucun doute reconnaître à quel moment dans le film on s'est ouvertement inspiré de cette terrible histoire. Ah, OK, il y a un référent. Oh oui, il y a un référent très important. Donc, c'est l'assassinat d'Elise Paler qui remonte à 1995, dont on va parler ce soir. Et ça s'inscrit dans ces phénomènes de satanisme artisanal. Rappelle-toi, la semaine dernière, on a parlé du satanisme en lui-même, la religion du satanisme, dans laquelle on retrouve généralement peu ou pas de diables. Hein. C'est surtout des sociétés secrètes ou des églises fermées où on s'adonne beaucoup à toutes sortes de plaisirs, principalement charnel, et ce sont des organisations très hédonistes. On pense par exemple à l'Église de Satan, fondée en 1966 par Anton LaVey. Et puis n'avait Satan que de nom. Oui, n'avait à peu près que Satan que de nom. Et ensuite, le temple de Seth, créé plus tardivement, en 1975, par un membre dissident d'ailleurs de l'Église de Satan, par Michael Aquino. C'est une organisation très élitiste, hein, hédoniste, mais aussi très élitiste. Ce sont des gens qui sont financièrement très à l'aise. Très souvent, ils ont un quotient intellectuel très élevé. Disons que le rite de passage est assez important. Et dans le cas du temple de Seth, il y a une divinité diabolique qu'on appelle Seth, mais encore une fois, elle est relayée au second plan. Le principal point focal de l'organisation, c'est encore une organisation hédoniste comme l'Église de Satan. Donc, il n'y a donc pas l'image que l'on se fait hollywoodienne de ces groupes sataniques avec des grandes toges et qui ont des ramifications un peu partout entre elles. Ça n'existe à peu près qu'à Hollywood. Généralement, il y a eu une enquête très importante menée par le FBI
entre 1989 et 1990. Je reviendrai dans une autre émission lorsqu'on parlera de la peur satanique. Ça a été très important. Mais l'enquête du FBI a démontré que ce genre d'organisation n'existe qu'à Hollywood. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits groupes qui vont se réunir. On l'a vu par exemple avec l'affaire Charles Manson. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits groupes qui vont se réunir autour d'un leader charismatique, se livrer à toutes sortes de rituels. Et ça se peut aussi qu'ils portent des toges et boivent du sang. Mais ça reste effectivement très marginal. Ce ne sont pas des organisations qui ont des ramifications entre elles et qui ont infiltré toutes les grandes organisations comme certains l'ont pu le croire à un moment donné, le gouvernement, les associations, les arcanes des services sociaux, tout ça. Non. Donc, ça fait quand même un petit bout les racines des espèces de deep state et de comment de oui, groupes c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe et on n'a jamais trouvé preuve de ça. En revanche, comme je l'ai dit, des petits groupes vont déraper. On en a parlé un peu la semaine dernière. Et c'est principalement des adolescents ou de jeunes adultes. Ça s'inscrit d'ailleurs dans notre histoire de ce soir. Ce sont généralement des gens qui souvent ils ont des troubles mentaux, souvent ils ont des problèmes de consommation, perdent contact avec la réalité et puis à un moment donné se mettent à lire des ouvrages sur l'occulte, des ouvrages qui le digèrent généralement de façon un peu chaotique et finalement se font leur occultisme de salon. Et comme on ne sait pas trop, t'as deux satanistes, on fait quoi? Nous, on est des satanistes, mais on fait quoi? C'est quoi nos rituels? C'est quoi nos livres? Donc, il n'y a pas grand chose, hein? On va s'acheter la Bible de Satan d'Anton LaVey, qui est en fait une grosse plaisanterie, je l'ai expliqué la semaine dernière. Oui. C'est une offre d'un éditeur, puis Anton LaVey dit, moi vous en faire une Bible, puis là, il a fait la Bible satanique. Et là, généralement, ce que l'on imagine des groupements sataniques, c'est ou bien véhiculé par Hollywood, ou c'est véhiculé par des fondamentalistes religieux, qui, eux, pour diaboliser ceux qui ne croient pas comme eux, ben évidemment, sont des satanistes. Donc, les fondamentalistes religieux vont dire, les satanistes tuent des bébés, les satanistes boivent du sang, les satanistes font des films pornographiques infantiles, les satanistes s'habillent avec des toges, les satanistes s'agenouillent devant des crucifix renversés. Alors les satanistes se disent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il paraît qu'on boit du sang, on va boire du sang, on va s'agenouiller devant des sacrifices, des crucifix renversés. Donc tu vois, c'est un peu folklorique tout ça, et lorsqu'il y a des raps, on va aller vers ces éléments-là, et c'est exactement ce satanisme artisanal, sauvage, que le FBI a désigné comme étant le responsable de cette peur satanique que l'on a, qui s'est véhiculée dans les années 80-90 aux États-Unis. Donc, pas d'organisation en tant que telle, mais des petits groupes qui, de temps en temps, vont déraper, commettre des crimes, et ces crimes-là vont être exagérés, amplifiés dans la chambre d'écho que représente la presse, et aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec les médias sociaux. Donc, à l'époque, il suffisait, par exemple, quelqu'un volait, un dépanneur, puis on trouvait chez lui un disque d'ACDC, ça devenait un vol de dépanneur occulte. Tu comprends? Okay. Alors que si on avait trouvé une Bible chez lui, on n'aurait jamais dit un vol de dépanneur chrétien. On n'aurait pas dit ça. Mais il suffisait, par exemple, peu importe le crime qui était commis, que ce soit un vol de dépanneur ou que ce soit un assassinat en tant que tel, il suffisait de trouver chez le suspect un livre sur l'occultisme, un disque de musique heavy metal, et soudainement, ça devenait un crime occulte, alors qu'on était à des lieues de ça. Néanmoins, ça a été un peu la situation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes qui ont commis réellement des crimes à caractère satanique. Je l'ai déjà expliqué dans une émission précédente, ça reste quand même assez rare. Généralement, lorsqu'il y a des crimes à caractère occulte qui sont commis, l'occultisme sert plutôt à ritualiser le crime. J'assassine mon voisin parce que je l'aime pas, j'aime pas sa voiture, j'aime pas son chien qui jappe, mais parce que je suis un sataniste, je vais lui faire un pentagramme sur la bédaine. Donc, le crime n'a rien à voir avec le satanisme en lui-même. J'ai ritualisé le crime après coup, mais la raison, ma motivation n'était pas le diable. Donc, des crimes où la motivation est principalement justement cette idée du diable ou d'un sacrifice diabolique, c'est relativement rare et ça s'inscrit dans notre crime de ce soir, l'assassinat d'Elise Paylor. Donc, pour te situer un peu le contexte,
parce qu'on aura beaucoup de choses à dire. Oui, c'est une grosse émission, ça promet ce soir. Ouais. Donc, pour te situer un peu dans le contexte, le crime va se dérouler à Arroyo Grande. C'est une ville de classe moyenne qui se trouve à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. Ça se trouve dans le comté de San Luis Obispo, en Californie. La température moyenne, que j'aimerais ça, la température moyenne est de 20 degrés, mais bon, quand même, durant des canicules d'été, la température peut monter facilement à 40 degrés. Et uniquement pour te dire, Camille, quand on a tourné des séquences de cette histoire-là pour ma série Crime occulte, c'était en été, il faisait 40 degrés et on devait transporter le matériel. Écoute, je me revois avec le trépied sur l'épaule. C'était vraiment épouvantable. Le caméraman suait à grosses gouttes. J'espère. Bon, c'était, bon, bref, quel beau souvenir. Bon, heureusement, pour les gens qui habitent à Arroyo Grande, la mer est tout près. La mer est à peu près à 15 minutes et on retrouve donc plusieurs plages. Et la ville elle-même, à Arroyo Grande, c'est la communauté la plus importante. Les enfants des communautés voisines, que ce soit Pismo Beach, Oceano, Grover Beach, bref, des petites communautés voisines, fréquentent à peu près tous. Il y a 2 écoles secondaires, et la principale étant l'Arroyo Grande High. On a 2500 étudiants qui fréquentent cette école. Pourquoi je cite ça? Parce que notre histoire va se dérouler un peu dans cet univers d'écoles secondaires, de jeunes, d'amateurs de musique heavy metal. Donc, c'est important de donner un peu le tableau. Il faut quand même dire que même si on est dans une ville de classe moyenne, puis on parle d'un milieu étudiant, il n'en reste pas moins que les autorités font quand même face à une petite criminalité. Parce que dans les milieux scolaires, c'était un peu drôle parce que moi, quand j'étais jeune, on avait comme les bons et les pas bons. Hein? Les filles fines, ils essayaient de ressembler à Olivia Newton-John avec le leggings. Puis les pas fines s'habillaient avec des chemises indiennes. Puis ils essayaient de ressembler à Janis Joplin. Ah, OK. C'était à peu près un peu le clivage qu'on avait. Bon, mais ça, on se retrouve dans Arroyo Grande. Là, on fait face à une petite criminalité. Il y a des groupes de jeunes qui vont se réunir, souvent selon leur ethnie. On a des groupes d'Afro-Américains, des groupes latinos, des groupes plus caucasiens qui vont se regrouper pour essayer d'avoir le contrôle sur de la petite criminalité, hein, bon, du recel d'objets, de la vente de drogue, surtout de la marijuana, bien sûr. Donc, on a des petites bandes rivales comme ça et on a un milieu qui est un petit peu chaotique, mais rien de très grave. Hein, si on regarde, par exemple, les archives policières, on dirait... tu me diras que la mairesse Plante dit la même chose. Mais on dirait d'Arroyo Grande. Il n'y en a pas de problème. Arroyo Grande est une ville tout à fait sécuritaire. Donc, c'est dans ce contexte-là que notre histoire se passe. On est le 22 juillet 1995. On a 3 adolescents. Joseph Fiorella, Jacob Derlashmuth, puis Royce Casey. Je reviendrai sur ces jeunes. Donc, on a 3 adolescents qui téléphonent à la jeune Elise Mary Paler. Bon, Mary Elise Paler, elle a des airs, hein, c'est une adolescente de 15 ans, elle a des airs de petite fille à papa, là, tu sais, tout le monde la voit, c'est la petite fille bien gentille, bien propre, tout ça. Mais en réalité, elle a un côté un peu plus sombre, hein. C'est une jeune fille qui aime beaucoup les films d'horreur, elle aime un peu le gore, elle dit elle-même qu'elle a vu 7, 8, 10 fois le film Entretien avec un vampire, et elle ne dit pas non à la consommation de marijuana. D'ailleurs, elle a été éjectée de l'école à un moment donné parce qu'elle a été surprise à fumer de la marijuana à l'école. Okay. Ses parents ont été informés et ses parents, qui sont des gens qui sont très, très droits. Évidemment, David et Lisanne Paler, ces gens-là vont jouer un rôle important aussi dans notre histoire. Ils vont immédiatement demander à leur fille, ils vont inscrire leur fille dans un programme d'aide pour les jeunes qui ont des problèmes de consommation. Évidemment, pour Elise Paler, elle a été surprise à fumer un joint de marijuana derrière l'école. Elle a l'impression que ses parents font une tempête dans un verre d'eau. Mais néanmoins, elle accepte, puisque ses parents, c'est la règle. Hein. Tu vis sous mon toit, c'est ma règle. Donc, les parents l'inscrivent à cette cure. Bon, c'est pas une cure de désintoxication, mais c'est vraiment un centre pour les jeunes qui ont des problèmes, pour apprendre à gérer un peu cette difficulté. Et donc, elle est inscrite à ce centre. Et c'est dans ce centre qu'elle va faire la connaissance
de l'un des trois garçons que je t'ai mentionné, Joseph Delachmutt. Et tu vas voir que cet élément-là va avoir éventuellement un rôle très important. Donc, tu vois un peu le genre de fille, un peu rebelle sur les bords, mais néanmoins rien de très extraordinaire. Quant aux jeunes, eux, c'est plus complexe. Hein. On parle de nos jeunes. Bon, je les ai nommés. C'est Joseph Fiorella, Jacob Delachmutt, Royce Casey. Et il y a un autre garçon qui est souvent avec eux, qui s'appelle... son nom va me revenir, mais en tout cas Williams. Et lui... Ces quatre jeunes-là forment un groupe qui s'appelle The Hate, la haine. C'est Travis Williams, le nom me revient, donc c'est le quatrième garçon. Donc Travis Williams et les trois autres forment un petit groupe qui s'appelle The Hate, la haine, et ils aspirent à devenir des grandes vedettes de rock. Ce sont tous des adolescents âgés entre 15 et 17 ans, là. Et ils font de la musique, ils ont formé un groupe, et leurs idoles, ce sont évidemment la musique heavy metal du temps, hein. Ils ont ils essaient de puiser leur style dans différents groupes musicaux et principalement, ils s'inspirent du groupe Slayer, qui est très populaire à ce moment-là. C'est du heavy metal, certains diront du black metal ou du death metal, parce que très souvent, le lyrique de ces chansons tourne autour de la mort, le diable, toutes sortes d'éléments un peu sordides. Mon instinct me dit que même en l'envoyant à l'école de réforme, si elle se lie d'amitié avec ces gens-là, ça se peut que ça marche pas. Ouais, mais tu comprends, ces jeunes-là, c'est ça, parce que ces jeunes-là, ils forment ce groupe, mais en même temps, ce sont les mauvais garçons. Tu peux pas avoir les plus mauvais garçons d'Arroyo Grande, ce sont eux. Donc, lorsque ces jeunes l'appellent en juillet 1995, le 22 juillet 95, lorsqu'ils l'appellent, pour Elise Peller, il y a comme quelque chose d'attirant, hein. Il l'appelle, il l'invite, on va revenir à cette fameuse soirée, mais c'est vrai qu'elle a un penchant pour ces jeunes garçons. Elle aime les mauvais garçons, et ces jeunes-là sont à peu près les plus mauvais garçons de la région. Il faut dire, ce groupe est dirigé, hein, parce qu'il y a toujours un leader dans ce type de groupe. Oui. Le groupe est dirigé par Fiorella. Fiorella, c'est le plus jeune du groupe, d'ailleurs. Il a 15 ans au moment des faits. Et malgré son âge, c'est lui qui dirige le groupe. Hein. Et c'est un jeune qui est très particulier. Il s'intéresse beaucoup, comme d'ailleurs Delachmutt, qui est son ami le plus proche. Il s'intéresse beaucoup au satanisme, à l'occultisme. Ils ont même investi tous deux $100 pour être membres de l'église de Satan. Okay. Donc, ils ont leur carte de membre, mais en fait, ils ont simplement une carte de membre, c'est tout. Ils ont acheté une Bible de Satan, hein, de Anton LaVey. Fait que là, on lit ça dans le garage. Là, ils commencent à se poser la question, OK, on est des satanistes, on a notre carte de membre en règle, mais on fait quoi? Là, on est des satanistes. Donc, on cogite autour de ça. Ce sont des jeunes aussi qui vouent littéralement un culte à un film qui s'appelle River Hedge, qui met en vedette Dennis Hopper et Keanu Reeves. Je sais pas si tu as vu ce film. Non. C'est un film de 1986 et ça raconte l'histoire d'un adolescent qui a assassiné sa petite amie et pendant plusieurs jours, il va amener certains de ses amis voir le corps de sa victime. Hein? Et les jeunes trouvent ça un peu trippant, tu sais, j'ai vu un cadavre aujourd'hui, tu sais, ça fait un peu gore comme histoire, mais les jeunes ont regardent à répétition ce film, trouvent le contexte ou le scénario particulièrement excitant. Bon, c'est vrai que ce sont pas des jeunes comme n'importe quel jeune. Hein. Joe Fiorella, comme je l'ai mentionné, 14-15 ans. Il y a 14 ans, en fait. Jacob Delachmutt a 15 ans. Royce Casey, 16 ans. Et William Travis, qui est le plus vieux du groupe, lui a 17 ans. Donc, ils ont formé ce band de musique. Le principal source d'inspiration, Suicidal Tendencies et Slayer, donc des groupes de black metal, de thrash metal. Et tous les jeunes s'intéressent à l'occultisme, mais de façon moins soutenue que Fiorella et Delachmutt. Alors, il faut dire que à Arroyo Grande, ils sont connus à peu près de tout le monde, hein, et en particulier Fiorella, qui est initié à l'occultisme, je te dirais, par sa propre mère. Sa mère qui était d'ailleurs une employée dans une clinique d'avortement, qui est devenue une pro-vie et qui s'intéresse beaucoup à l'occultisme. Mais l'occultisme léger, il faut dire que la mère de Fiorella fait de l'astrologie, tire aux cartes de tarot, donc elle croit à toute cette espèce d'univers invisible et bien sûr, très spirituel.
Oh oui, et donc Fiorella va se retrouver un peu impliqué là-dedans, mais lui, bien sûr, lorsque l'on parle d'occultisme, c'est le côté sombre qui l'intéresse, le diable. Donc il va acheter quelques ouvrages, acheter ou voler quelques ouvrages qui traitent du diable. Vers l'âge de 12 ans, il va commencer à se livrer à toutes sortes de rituels un peu bizarres. Il va sacrifier des grenouilles qu'il mange ensuite. Et là, il croit que ça augmente son espèce de pouvoir, parce qu'il est persuadé qu'il jouit d'un pouvoir surnaturel. Il découvre également la musique heavy metal à ce moment-là. Il va apprendre à jouer de la batterie et son rêve, c'est devenir aussi grand, aussi populaire que l'est le groupe Slayer. Et on a un peu cette situation où les messages de cette musique sont parfois très ambigus. Bon, je te dirais pas honnêtement que c'est pas dans ma palette, là, mais les messages de ces chansons sont souvent très ambigus et pour Fiorella, c'est quelque chose qui est de tout à fait excitant. Le deuxième membre du groupe important, Jacob Dalashmut, lui vient d'un environnement familial tout à fait étranger à ça. Ses parents, c'est des Mormons. Un de ses frères, d'ailleurs, est pasteur. Un autre de ses frères est missionnaire à l'étranger. Donc, on voit un contexte bien différent. Une famille de classe moyenne. Dalashmut, comme Fiorella, a développé un goût pour l'occultisme, un goût également pour la musique heavy metal. Il passe son temps à écouter ses idoles, dessine des dessins de monstres, toutes sortes de trucs comme ça. Ce sont des jeunes aussi qui vont et viennent dans le milieu scolaire. Hein. Parfois, ils sont suspendus de l'école. Parfois, ils vont être des mois à ne pas retourner en classe. Donc, il y a une espèce de laxisme de la part de leurs parents par rapport à leur fréquentation scolaire. Ah, il y a carrément, ils sont laissés beaucoup trop lousses. Si tu veux mon avis, là, il y a une absence parentale totale. Ouais, et l'un de ces jeunes, le Dalashmut, et lui, bien sûr, ses parents ont essayé de le ramener sur le bon chemin. Il a des problèmes de toxicomanie, comme ses compagnons. Ses parents l'ont inscrit au Mariposa Community Recovery Center, et c'est là, durant l'un de ses séminaires, qu'il a croisé Elise Paylor. Tu vas voir que ce n'est pas une connaissance, une situation qui va être banale parce qu'elle va avoir des conséquences extraordinaires. L'autre membre du groupe, Travis Williams, c'est le plus âgé. Il a 17 ans. Il est connu à Arroyo Grande pour son tempérament explosif. Hein. Il entre dans un dépanneur, il est insatisfait, il va se mettre à lancer des insultes aux commis. Donc, il est bien connu pour ça. Et à plusieurs reprises, la police a dû intervenir dans des querelles publiques où Travis Williams était impliqué. Il passe ses journées, il ne fréquente plus le milieu scolaire, il passe ses journées à se balader en ville au volant de sa camionnette Toyota en écoutant de la musique heavy metal à tue-tête. Donc tu peux le voir venir à plusieurs rues de distance. Oh, voilà Travis Williams. Et le dernier membre du groupe, qui est âgé de 16 ans, c'est Royce Casey. C'est un adolescent qui est plus atypique. Contrairement à ses trois autres compagnons, lui ne fréquente pas et n'a pas fréquenté le Arroyo High. Il fréquentait une autre école secondaire. Il n'est pas particulièrement intéressé par l'occultisme comme le sont ses autres compagnons, même si ça l'intéresse un peu. Là. Il n'est pas tout à fait étranger à ça. Il regarde des films d'horreur. Avec ses amis, il discute d'occultisme, mais c'est pas quelque chose dans lequel il est particulièrement impliqué. Donc, à ce moment-là, dans 1995, on a ce petit groupe, La Haine, qui ont tous des problèmes de toxicomanie, qui sont passablement impliqués dans l'occultisme, même si Roy Casey, l'un des membres du groupe, est moins embrigadé que les autres. Ils passent leur journée, bien sûr, à ne pas fréquenter l'école. Ils lisent entre eux des passages de la Bible satanique, les rituels sataniques dans le temps de la veille. Et là, bien sûr, ils discutent. On est des satanistes, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ils se familiarisent un peu avec toutes ces doctrines. Ils vont même jusqu'à commander sur un site qui s'appelle le site Maledicta, parce qu'on est au début de l'Internet, en 95. Ils trouvent donc ce site Maledicta, qui est un site tentaculaire de l'Église de Satan, où on vend des couteaux. Et le slogan, c'est une collection de couteaux qui feront de vos rituels de véritables événements diaboliques. Mon Dieu! Pourquoi pas? Alors, chacun va s'acheter un couteau pour être bien sûr d'avoir en sa possession ce couteau qui, éventuellement, pourrait être utilisé dans des rituels sataniques et quelque chose de tout à fait extraordinaire. Comme la baguette
baguette magique d'un magicien, là. Ça leur prend leur signature à eux avec leur couteau. Ouais, et ce qui est déjà, on voit la montée à ce moment-là, l'Internet, c'est pas encore les réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui, mais on a quand même des chat rooms, des sites où on peut échanger avec d'autres internautes. Et bien sûr, ils ont trouvé leur chemin là-dedans avec d'autres internautes qui ont des tendances aussi vers le satanisme, l'occultisme, ils échangent entre eux. Et ils se vendent, ces 4 garçons se vendent d'avoir eux-mêmes déjà procédé à un sacrifice satanique. Ce qui n'est pas vrai, mais ils vont dans le détail. Ils racontent comment ils s'y sont pris, comment ils ont emmené leurs victimes, comment ils l'ont assassiné. Et peu à peu, en même temps qu'ils discutent, qu'ils sont sur des chat rooms, peu à peu, l'idée commence à s'implanter en eux. Et si c'était la chose à faire? Et si commettre un sacrifice pour Satan nous permettrait d'obtenir ce que nous voulons? Et si commettre un sacrifice pour Satan nous permettait de devenir aussi grand, aussi populaire que Slayer. Là, je viens de vous vendre un peu le Jennifer's Body scénario. Mais bon, bref, nos jeunes se disent ça. Ici, on assassinait une jeune femme vierge, bien sûr, parce que ça va de soi. Une jeune femme vierge, pour Satan, on pourrait devenir des vedettes du rock. Et fantasme hollywoodien oblige. Cette jeune femme doit être bien sûr vierge, mais être blonde également, une blonde pour Satan. Or, comme Del Hashmout est le plus extraverti des jeunes, on commence à discuter, est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui remplirait ce mandat? Et comme Del Hashmout a côtoyé Ellie Spader dans ce centre de désintoxication, il se dit, je connais une jeune adolescente à Arroyo Grande, blonde, qui représente tout le stéréotype de la bonne victime, de la bonne offrande, et qui plus est, il a la conviction, pour en avoir parlé avec ses amis, que Elise Peller est toujours vierge. Donc, c'est le moment, ça sera la victime choisie. Les jeunes se retrouvent, donc ils commencent à élaborer leur plan. Ils se retrouvent à un endroit qui s'appelle le tuyau de la mort. C'est un égout pluvial qui récupérait les eaux, qui a été depuis longtemps abandonné. On raconte qu'un garçon serait tombé dans l'égout en question, il serait mort, d'où le nom, le tuyau de la mort. Les jeunes se retrouvent tous les soirs à peu près à cet endroit. Ils consomment de la drogue et pas seulement de la marijuana. Ils consomment du LSD, des amphétamines. Et de plus en plus, ils commencent à perdre le contact avec la réalité. Et là, bien sûr, ils élaborent leur scénario. Est-ce au début, ce n'était qu'un fantasme, on va trouver une victime, cette victime pourrait être Elise Peller, et ensuite on va la sacrifier de telle ou telle façon, on va commettre le rituel pour s'attirer les bonnes grâces du diable. Donc on commence à élaborer ce scénario qui au début n'est qu'un fantasme, et plus les semaines s'écoulent, plus le fantasme devient un peu une réalité. Et notre cible, bien sûr, elle devient, soudainement, il n'y a plus de doute, Elise Peller doit mourir. Donc, c'est qui cette Elise Peller? Comme je l'ai mentionné, petite fille à papa, qui aime beaucoup les mauvais garçons. Elle est née le 24 avril 1980 à Templeton, en Californie. Elle a passé toute sa petite enfance à Templeton. Elle est la fille aînée d'une fratrie de 4 enfants. Ses parents sont, comme je l'ai mentionné, ce sont David et Liane sont des gens qui appartiennent à la classe moyenne, même je dirais la classe moyenne supérieure. Ce sont des gens qui élèvent leurs enfants dans un cadre tout à fait catholique, chrétien, comme on en retrouve, les fameuses bonnes familles américaines. Donc la famille Spader répond particulièrement à ce critère. De son côté, Elise, c'est une jeune fille qui est très extrovertie. Elle réussit plutôt bien à l'école. Elle fait d'ailleurs très très bien dans les sports, le soccer, le tennis. Et elle rêve de devenir une vedette, soit du théâtre ou soit de la chanson. Donc, les choses se passent plutôt bien pour elle et on ne pourrait pas imaginer qu'elle est sur une trajectoire qui va la conduire malheureusement dans sa tombe. Le premier incident qui va mettre Elise Peller en contact avec nos 4 garçons, le groupe La Haine, on va les désigner comme ça. Donc le premier incident remonte à mai 1995. C'est la première fois qu'elle va rencontrer ces jeunes garçons. Elle rentre chez elle de l'école, elle voit les 4 garçons,
Pour t'expliquer un peu le contexte, on a la maison des Pelleurs et juste un peu plus loin, la maison des Pelleurs, c'est la dernière maison de la rue et au bout de la rue, qui ne débouche nulle part, il y a une espèce de garde-fou et de l'autre côté du garde-fou, il y a une descente, c'est pas un ravin, là, je te dirais que c'est une pente assez abrupte qui amène peut-être à 7 ou 8 mètres plus bas et là, il y a une route qui passe en bas. Donc, au moment où Elise Peller arrive chez elle, elle voit au bout de la rue, près de ce garde-fou, elle voit les 4 jeunes, Fiorella, Delashmuth, William et Casey, qui sont là. Est-ce qu'on a le cas typique de la belle et gentille fille parfaite et les bad boys? Est-ce qu'elle a flashé sur un des 4? C'est ça. C'est classique. L'instinct féminin, hein? T'es en train de me vendre mon punch. J'imagine le ralenti et les espèces de petites étoiles dans ses yeux. Tout se passe au ralenti. Ouais. Puis... Mais en fait, c'est pas tant un individu que les 4, en fait. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle voit les 4 garçons, Fiorella, Delashmuth, William et Casey, qui sont là, près du garde-fou, et elle les reconnaît. Elle n'a jamais eu de contact avec aucun d'entre eux. C'est pas tout à fait vrai. Avec Delashmuth, elle en a eu. Elle l'a côtoyé dans ce centre de désintoxication, mais elle a échangé que quelques mots avec lui. Bonjour, je m'appelle Elise Peller, je m'appelle Monsieur de Jacob Delashmuth, merci, bonsoir. On passe à autre chose. Il n'y a pas de lien vraiment qui se sont tissés. Elle connaît seulement à peu près le nom de ce garçon sans aller au-delà. Mais elle connaît les 4. Hein. Les jeunes ont fait d'ailleurs une cassette démo, La haine, qui se distribue à l'école. Les jeunes écoutent ça. Encore une fois, c'est une musique très bruyante. Les paroles rappellent bien sûr les paroles de groupes comme Slayer et autres. Donc, les jeunes se passent cette cassette. Ce ne sont pas des vedettes locales, mais ce sont des gens qui attirent l'attention. Et lorsque Élise les voit, elle se dit, oh, c'est le groupe La Haine. Elle reconnaît les 4 garçons. Elle sait que ces jeunes-là sont associés à l'occultisme, au satanisme, et ça l'excite. C'est cette idée de jouer dans une zone frontière qui l'excite. Okay. Et là, en voyant les 4 jeunes, elle jette un regard, mais évidemment, elle va pas à leur rencontre. Elle se prépare à entrer chez elle. Et là, les jeunes lui font signe de venir, d'approcher. Élise, qui n'est pas trop sur ses gardes, pas trop farouche, va en direction des jeunes, elle arrive à leur hauteur, et là, les jeunes leur expliquent qu'un de leurs amis est passé par-dessus le garde-fou, et à leur avis, il est tombé en bas, il s'est brisé la jambe ou quelque chose comme ça. Donc, elle-même s'approche du garde-fou, regarde par-delà le garde-fou, et ne voit absolument rien. Elle se retourne, demande au garçon, mais il est où votre ami? Je ne vois rien. Et là, les jeunes, une drôle de situation, commencent à la bousculer. Ils se mettent les 4 autour d'elle, forment un cercle, ils commencent à la bousculer en essayant de la toucher là, de manière inconvenable. Et elle est un peu ballottée comme un ballon. Et elle, pour se protéger, tu comprends, elle se croise les bras sur la poitrine, les jeunes la poussent, la repoussent, et à un moment donné, elle tombe à côté sur la rambarde. Comme elle a les mains sur sa poitrine, elle bascule de l'autre côté de la rambarde, de ce garde-fou, et elle déboule la pente abrupte de 6 ou 7 mètres. Au même moment où ça se produit, les jeunes entendent une voix derrière eux, genre « Hey, vous faites quoi, là? » Et là, les jeunes se retournent et voient la mère d'Elise Peller, Lisanne Peller, qui elle, entrait chez elle à ce moment-là avec sa voiture, et en débarquant de la voiture, elle a vu toute la scène, hein. C'est son adolescente aux prises avec les 4 garçons qui la poussent. Et donc là, elle arrive, quasiment brandissant le bras en l'air. Les jeunes s'enfuient en riant. La mère d'Élise arrive près de la rambarde, aide sa fille à remonter. Elise Peller s'en tire avec quelques ecchymoses, mais rien de plus. La mère est tellement en colère que elle a l'intention d'appeler la police, parce que pour elle, c'est clairement une agression, et c'en est une. Oui. Mais Élise essaie de calmer le jeu, mais non, maman, c'est pas si grave que ça. Ce sont des mauvais garçons, des bad boys, puis tout le monde les connaît, puis ils voulaient attirer mon attention. Donc, elle minimise l'incident. Et finalement, elle convainc sa mère de ne pas réagir, de ne pas appeler la police. Et finalement, elle vient d'une certaine façon de mettre son doigt dans l'engrenage.
Parce que si ses parents, sa mère et son père avaient appelé la police à ce moment-là, la situation aurait pu tourner autrement. Ouais. Mais là, c'est déjà un clou dans le il y a cercueil. Voilà, il y a un grain de sable qui vient de rentrer dans l'engrenage. Et le 21 juillet, donc on est 6 semaines après, le 21 juillet, c'est purement par hasard que Elise Peller va de nouveau croiser la route de ce groupe, The H. Ce jour-là, elle se présente chez une amie qui habite à quelques rues de chez elle. Elle entre dans la maison, tout ça, et les 4 garçons sont là. Ils sont venus là pour vendre de la marijuana à l'ami d'Elise Peller. Donc, ça explique leur présence sur les lieux. Elise les reconnaît. Elle commence à discuter avec eux. Elle leur parle de l'incident qui s'est produit 6 semaines plus tôt sur le bord de ce garde-fou, qui ont essayé de la tripoter, qui l'ont poussée par-dessus. Les jeunes, évidemment, semblent montrer du remords. Ils s'excusent. Ils étaient pas tout à fait eux-mêmes. Ils avaient consommé. Donc, ils essaient de justifier leurs gestes. Et finalement, l'affaire se calme assez bien. Elise va surtout discuter avec Della Schmutt, puisque c'est le seul avec lequel elle a déjà eu des mots. Elle a déjà eu une discussion, puisqu'ils ont côtoyé le même centre de désintoxication, même si, encore une fois, j'insiste pour dire que ce ne sont pas des amis, ce sont uniquement des connaissances, ils ont échangé quelques mots. Donc, Elise Peller est prise un peu de côté par Della Schmutt, alors que ses 3 autres amis finissent, si je puis dire, le marché de vente de la marijuana. Et là, elle parle avec Della Schmutt, qui lui dit que ce soir-là, lui et ses compagnons vont recevoir une quantité de marijuana et c'est de la bonne, qu'il lui dit, c'est vraiment extraordinaire, c'est de l'herbe fantastique. Et ils disent à Elise, Della Schmutt dit à Elise que dans la soirée, une fois qu'ils auront reçu leurs marchandises, ils ont l'intention de faire une petite soirée, un party, et il y aura plusieurs garçons, plusieurs filles, on va boire de la bière, on va fumer, et il l'invite, il dit, ça serait amusant si tu venais nous rejoindre, tout ça. Quel guet-apens. Voilà. Et Elise se laisse séduire. Des fois, moi, je dois avouer, quand j'ai enquêté sur cette histoire-là, j'ai discuté avec les policiers, tout ça. T'es un peu frappé de voir la naïveté avec laquelle elle va se laisser enliser dans un truc comme ça. Mais bon, c'est la naïveté de l'adolescence. C'est ça, c'est la tristesse de tellement vouloir appartenir à un groupe ou d'être accepté que ça peut être un couteau à double tranchant pour des gens mal intentionnés. Oui, parce que à cette époque, l'opinion du groupe est plus importante que l'opinion de la famille. On va davantage se référer à l'opinion de notre groupe premier que de prendre en considération les conseils de nos parents. Donc, Elise Peller accepte et elle donne son numéro de téléphone à Della Schmutt et elle dit, quand vous aurez reçu votre marchandise, appelle-moi, puis c'est possible que j'aille vous rejoindre. Alors, en soirée, il est aux alentours à peu près de 22h. Della Schmutt téléphone à Elise, comme convenu. Il lui dit qu'ils ont réceptionné leurs marchandises, qu'ils vont se rendre dans le désert, qu'ils vont y faire la fête, et là, bien sûr, il réitère son invitation. Si tu veux te joindre à nous, t'es la bienvenue. Ils ne sont pas loin. Ils disent, d'ailleurs, on est juste au coin de la rue, près de chez toi. Donc, Elise dit, OK, c'est parfait. Et donc, elle dit à ses parents, quelques minutes après avoir reçu l'appel, elle dit à ses parents qu'elle monte se coucher. Elle monte. Et bien sûr, alors que ses parents sont installés au salon à regarder la télévision, elle ressort en catimini, passe derrière eux sans qu'ils s'en rendent compte, sort par la porte de derrière et va rejoindre un coin de rue plus loin les 3 garçons, Fiorella, Della Schmutt et Casey. Williams, par un concours de circonstances incroyables, a été arrêté dans l'après-midi par la police. Pour des petits larcins, entendons-nous, vol de dépanneur, une agression publique. Les policiers l'ont arrêté, et comme il était pas sobre, on a dit qu'il allait cuver son vin en cellule. Donc, on a ce jeune adolescent, Williams, qui est gardé à la prison du comté pour la nuit. Donc, il ne fait pas partie du groupe le groupe, en fait, a perdu leur chanteur, parce que Williams, c'est le chanteur du groupe. Donc, ce soir-là, le groupe n'a pas de chanteur, qui est détenu à la prison du comté. Donc, Fiorella, Della Schmutt et Casey accueillent Elise Peller. Ils sont à peu près à un coin de rue de chez elle. Elle les rejoint. Et là, ils vont l'entraîner complètement à la sortie de Arroyo Grande
c'est un endroit qu'on appelle, que les gens localement appellent le Nipoma Mesa. C'est une espèce de forêt d'eucalyptus et ça se trouve au bout d'une rue qui est un cul-de-sac qui s'appelle Chemical Lane. Et à peu près personne ne va là. Donc les quatre jeunes prennent sous leur aile, si je peux dire, Elise Pelin, la conduisent à cet endroit-là et là ils s'installent. Je ne sais pas, mais là, Elise Peller doit commencer à comprendre que quelque chose ne va pas. Parce que les jeunes arrivent, ils s'installent, on commence à écouter de la musique, on sort de la marijuana, on commence à fumer, mais Elise Peller arrête pas de poser la question, mais où sont les autres? Où sont les autres garçons? C'est la seule invitée, c'est ça. Voilà, où sont les autres filles? Elle est là, seule, et là, le temps s'écoule, il est passé minuit, donc on est tombé le 22 juillet, il est rendu minuit et demi, 1h du matin, il y a personne d'autre. Il y a Elise Peller et 3 garçons qui consomment alcool, qui consomment de la drogue, qui sont sur une espèce de high de testostérone. Elle le sent bien, elle doit affronter leurs avances là, à chaque minute, tout ça. Comme tu l'as mentionné, c'est un guet-apens et comme une mouche, elle est prise dans la toile d'araignée. Et là, à un moment donné, alors que les jeunes écoutent de la musique, puis Élise essaie un peu de jouer le jeu, elle ne veut pas jouer les allumeuses, mais elle ne veut pas trop les repousser parce que, comment affronter 3 garçons? Se mettre en mode survie. Ouais, voilà. Elle se met en mode survie. Elle essaie de, comme on dit, ménager la chèvre et le chou, sans trop les repousser, mais sans non plus les aguicher. Elle joue un peu jeu, fume un peu de marijuana, boit un peu d'alcool. Et à un moment, alors qu'elle ne s'y attend pas, Della Schmutt se place derrière elle. Il a défait la ceinture de son pantalon. Et là, ce que je vais raconter est un peu sordide, là. Il a détaché la ceinture de son pantalon. Il lui passe autour du cou et commence à l'étrangler. À ce moment-là, il lui plaque aussi le genou au milieu des reins, la forçant à tomber sur le sol. Et alors qu'il est sous elle est comme étendue sur lui, là, on peut imaginer la scène. Et alors qu'il serre avec sa ceinture pour l'étrangler, ses 2 autres compagnons, Casey et Fiorella, se lèvent, sortent leur couteau, le fameux couteau qu'ils ont acheté pour faire des sacrifices, et se mettent à poignarder Elise Peller dans la gorge. Colin. Le rapport d'autopsie va révéler qu'elle a été poignardée entre 12 et 15 fois à la gorge. Son agonie va durer une 15aine de minutes. Et durant le temps, alors que Elise Peller est en train de se noyer dans son propre sang, les garçons lui enlèvent son pantalon et la violent à tour de rôle. Pendant qu'elle est encore... Pendant qu'elle est encore en vie, là, elle est encore en vie à ce moment-là. Là, et elle, évidemment, pour le peu qu'elle peut encore implorer, parce qu'elle a eu de 10 à 15 coups de couteau à la gorge, mais elle est encore vivante et consciente, et à ce moment-là, ils vont la violer à tour de rôle. Après la mort d'Elise Peller, comme le meurtre a lieu près de la route, parce que Chemical Lane, même si c'est une route qui est un cul-de-sac, le crime a lieu à quelques mètres à peine de la route. Donc une fois qu'elle a été assassinée, les jeunes vont prendre le corps et le tirer plus loin dans la forêt d'eucalyptus pour être certains qu'il ne soit pas visible depuis la route. Et à partir de là, donc, leur sacrifice est fait. Ils ont fait leur sacrifice au diable. Cette vierge a été immolée pour obtenir des grâces de Satan. Mais ce qui devait les unir va éventuellement commencer à tourner en vrille. Parce que le 4e garçon, Williams, qui n'était pas avec eux ce soir-là, crois-le ou non, le 30 septembre, ce Travis Williams et un autre ami, qui n'est pas parmi les assassins, un autre ami entre dans une maison pour un vol et assassine la vieille dame qui y habite, donc un vol qui tourne mal, et ils assassinent la vieille dame. Les 2 coupables, donc Travis Williams et son acolyte du moment, Tommy Togber, sont tous les 2 arrêtés par la police. Et là, les 3 garçons qui ont commis le meurtre de Elise Peller, en apprenant que leur ami Williams a été arrêté. Bien sûr, Williams n'était pas avec eux lorsqu'ils ont assassiné Elise Peller, mais ils ont quand même raconté à Williams le meurtre. Ils l'ont même amené sur les lieux du crime. Williams a vu le corps d'Elise Peller.
Alors nos trois jeunes se disent, est-ce que leurs compagnons derrière les barreaux pourraient aller jusqu'à négocier avec la justice pour avoir une réduction de peine pour le meurtre de la vieille dame? Est-ce qu'il irait jusqu'à dénoncer ses amis pour le meurtre d'Elise Paylor? Parce qu'à ce moment-là, il faut le savoir, hein, Elise Paylor est disparue depuis 1 mois et demi. Ses parents ont informé bien sûr la police dès le lendemain de sa disparition. Ils ont bien insisté auprès de la police que même si parfois Elise est une jeune fille rebelle, il est hors de question qu'elle ait fait une fugue. À travers tout Arroyo Grande, on a affiché des affiches, un pléonasme, affiché des affiches, mais on a placardé des affiches en disant Elise Paylor est disparue, et l'on demande aux gens s'ils ont eu de l'information, de contacter les services de police. Les services de police sont inondés d'appels. On a vu Elise Paylor au dépanneur, on a vu Elise Paylor au centre d'achat, on a vu Elise Paylor accompagnée d'un homme plus âgé. Mais Elise Paylor est une adolescente de 15 ans qui a les cheveux blonds comme elle ressemble à des millions d'adolescents. Elise Paylor, elle est partout et elle est nulle part à la fois. Alors, à ce moment-là, nos jeunes se disent, alors, leur ami Williams étant derrière les barreaux pour une autre affaire, est-ce qu'il va négocier avec la justice pour une réduction de peine et finalement livrer ses compagnons? Alors les jeunes, nos trois assassins, décident qu'il est peut-être mieux pour eux de se séparer, de moins se fréquenter pour essayer d'attirer le moins possible leur attention. Ah, vois-tu, je pensais qu'il y aurait carrément fait la commande de peut-être éliminer le 4e là, par part qui parle. Fait qu'ils ont été plus pacifiques. Oui, c'est ça. Donc, les jeunes se séparent comme ça, essaient de moins se voir. De toute façon, ils ne fréquentent plus l'école. Donc, lorsqu'ils se voient, c'est en catimini. Ils se rencontrent le soir dans au fameux tuyau de la mort, parlent bien sûr de leur crime. Mais cette offrande ne leur apporte rien. Et ou même pire, l'un d'entre eux, leur chanteur, a été arrêté par la police. Il fait face à la justice. Il pourrait bien écoper d'une peine de prison à perpétuité. Alors, ils ont plus de chanteurs. Même leur groupe est en train de se disloquer. Mais que fait le diable? Pourquoi le diable ne leur apporte-t-il pas la gloire qu'ils attendaient? Et là, peu à peu, ils commencent à revenir sur Terre. Et l'un d'entre eux, Casey, va éventuellement... on est 8 mois après les crimes. Royce Casey va finalement... il s'est lié avec des gens d'une église pentecôtiste. Donc, il trouve Dieu. Et en trouvant Dieu, il est pris des remords. Il va raconter durant le procès qu'il voyait la nuit, se réveillait voyant lorsqu'il violait Elise Paylor. Parce qu'il faut quand même que je te dise, détail un peu sordide, pendant des semaines, les jeunes sont retournés sur les lieux du crime. À cause du film. Oui, et ont abusé d'Elise Paylor à chaque fois. Bon. Elise Paylor qui n'était plus à ce moment-là qu'un cadavre, un morceau de viande dévoré par les asticots. Ah, Colin. Moi, je vais refaire une parenthèse parce que j'ai beaucoup de commentaires de « Ouh, oui, OK, on est dans du lourd ce soir. » Du gore, oui. C'est les jeudis. On n'a pas fait l'avertissement. D'habitude, on l'a fait, là, mais je vous le dis, les jeudis pour les âmes sensibles, ça va être un peu moins évident, là. On est dans les crimes, on est dans le satanisme, on est dans le gore, comme dit Christian, là. Ouais. Et là, donc, Casey il va dire au tribunal, là, durant le procès, je voyais le visage d'Elise qui était toujours vivante, je la voyais cligner des yeux alors que je la violais. Il se réveille la nuit en voyant ces images-là. Et finalement, fait des cauchemars. Et finalement, en mars 1996, alors qu'Elise Paylor est disparue depuis 8 mois, les affiches commencent un peu à se décolorer sur les poteaux. Casey se présente au poste de police et reconnaît qu'il est l'un des assassins d'Elise Paylor. Il implique ses compagnons. Les services de police, sous les indications de Casey, retournent dans la forêt d'eucalyptus, trouvent le corps d'Elise Paylor, qui n'est plus à ce moment-là qu'un squelette. Le squelette a les jambes très écartées, ce qui vient confirmer les actes de nécrophilie qui ont été menés sur la victime. Et à ce moment-là, le même jour, Fiorella et Casey, Fiorella et de la Schmutz sont arrêtés sur les déclarations de leur troisième acolyte, Royce Casey. Les trois jeunes sont bien sûr jugés. Pendant un moment donné, il y a un imbroglio parce que faut dire que Fiorella et de la Schmutz gardent le silence le plus total. Ils ne disent absolument rien. Alors que Casey, lui, est beaucoup plus volubile. C'est lui qui a révélé le crime. Et là, il raconte
l'aspect impossible de la chose. Il raconte aux autorités qui sont bouche bée lorsqu'ils apprennent que l'idée derrière le crime, c'est pas parce qu'il détestait Elise Paylor, c'est pas parce qu'il souhaitait violer une jeune femme. Le viol n'était finalement qu'un élément, qu'un épisode d'un grand rituel. Et ce rituel était, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, était de tuer, de sacrifier une jeune vierge blonde au diable pour devenir aussi célèbre que le groupe Slayer, et il s'inspirait particulièrement d'une pièce musicale de Slayer qui les allumait, qui les écoutait en boucle, une pièce qui s'appelle Necrophiliac, qui se trouve sur un album qui s'appelle Hell's Await, un album sorti en 1985 par le groupe Slayer. D'ailleurs, je t'en ai sorti un petit bout pour qu'on le fasse écouter aux gens. Je te le dis encore une fois, c'est pas dans ma palette, mais faisons écouter au moins un petit bout de cette pièce-là. C'est correct parce qu'en même temps, ils étaient à la recherche de cette célébrité-là. Je nous propose en fait qu'on écoute l'extrait et par la suite, on va faire une petite pause et au retour, tu vas répondre à la question, Christian. Qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes-là? On les a condamnés à quoi? Ça marche? OK, parfait. Allons-y. Ah ouais, ça bûche. Est-ce qu'ils l'écoutaient cette pièce-là pendant leur crime ou est-ce qu'on le sait ça? Non, mais il l'écoutait à société et cette pièce évoque justement le meurtre d'une jeune fille vierge, d'un viol et tout ça dans un rituel satanique. Donc, c'était les paroles qui les allumaient et c'est la raison première pour laquelle ils ont commis le crime et ce qui place le meurtre d'Elise Paylor dans un crime tout à fait occulte et satanique. La motivation première est l'idée d'obtenir des forces infernales, un pouvoir magique qui va transgresser la réalité. Et c'est, pour ceux qui ont vu le film de Jennifer's Body, c'est également l'élément central du film. Au retour de la pause, Christian, je souhaite la peine de mort à ces gens-là. Restez là. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Ça n'aurait été qu'un petit suspense, Christian, roulement de tambour. Oui, écoute. Qu'auront mérité nos trois salauds. Ouais, je vois le temps qui s'écoule, puis je me dis, bon, je n'aurais eu encore pour 1 heure, mais bon, enfin, disons que nos 3 jeunes ont été, bon, évidemment, ils ont fait face à des accusations de meurtre au premier degré, tout ça. Della Schmutt et Casey, qui étaient âgés de plus de 15 ans à ce moment-là, ont tous les deux été condamnés. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité. Le troisième du groupe, Fiorella, qui était en fait le leader du groupe, mais comme il n'avait que 14 ans, bon, il faut dire que les 3 jeunes ont été jugés devant un tribunal pour adultes, mais comme Fiorella n'avait que 14 ans au moment des crimes, il a été condamné, lui, non pas à la prison à vie, mais à 26 ans de réclusion. Donc, il a été envoyé dans un centre de détention pour jeunes et à sa majorité, il a été transféré dans un pénitencier fédéral. Okay. Il faut que tu saches qu'au moment où on se parle, les 3 jeunes sont toujours derrière les barreaux, mais ça pourrait changer pour Royce Casey, celui qui s'est le plus amendé, celui qui a dénoncé ses compagnons. Les 3 jeunes sont admissibles à des libérations conditionnelles. Ils ont fait quelques demandes qui ont toujours été rejetées, mais tout récemment, un comité pour la libération conditionnelle s'est prononcé en faveur de la libération de Royce Casey. Okay. Au départ, le gouverneur de l'État a renversé la décision du comité de libération. Tout ça est remonté devant un juge d'une cour d'appel qui a renversé la décision du gouverneur en disant que les préoccupations du gouverneur étaient pas fondées. Donc, d'ici la fin de l'année, il est possible que Royce Casey, le jeune le moins embrigadé dans tout ce satanisme, recouvre la liberté. Il faut dire qu'il est âgé maintenant d'une 40aine d'années. Oui, c'est ça. Ce sont tous des quadragénaires. Oui, mais il faut quand même le dire, les 2 autres sont toujours derrière les barreaux et jusqu'à maintenant, toutes leurs tentatives de passer devant le comité pour les libérations conditionnelles ont été défavorables. Quand même. Alors, même l'un d'entre eux, d'ailleurs, Fiorella, a même renoncé à un moment donné. Il était accessible, je crois que c'est l'an dernier, il était accessible à passer devant le comité pour les libérations conditionnelles et il a décidé de passer son tour. Donc, on ne voit pas à quel moment ces jeunes-là pourraient être libérés. Ils sont toujours derrière les barreaux. Je vois le temps qui file, je voulais te dire, puis on aurait pu en faire 1 heure là-dessus parce que c'est quand même très important.
Après la mort d'Elise Paler, les parents d'Elise Paler ont mené une campagne contre le groupe Slayer. Ils ont emmené en cours le groupe Slayer. Et leur idée n'était pas d'empêcher Slayer de faire de la musique, mais ce qu'ils voulaient, c'est que de la musique, puisque les paroles des chansons de Slayer et de d'autres groupes avaient incité ces jeunes à commettre ces crimes, les parents d'Elise Paler auraient souhaité qu'on place, non pas qu'on interdise cette musique-là, et non pas qu'on limite non plus la liberté d'expression. La musique, c'est de l'expression, donc on voulait pas limiter l'expression, mais on aurait souhaité de placer sur les albums de musique un peu dans ce genre-là, avec des paroles un peu crues, qui pourraient donner des idées à des jeunes un peu écervelés, mettre une étiquette en disant attention, ça peut contenir des paroles choquantes, ou cet album, comme on le fait par exemple pour des magazines pornographiques ou des films, hein, on met un avertissement, ce film n'est pas déconseillé pour les jeunes de 14 ans. Donc pourquoi pas mettre des étiquettes comme ceux-là sur des albums de musique en disant ben voilà, certaines paroles pourraient choquer, certaines paroles pourraient donner des idées, sont peut-être pas souhaitables pour des jeunes. Malheureusement, ils ont été déboutés en cours. Parce qu'on jugeait que ne serait-ce que de placer une pastille sur les CD, rappelant que cette musique était peut-être pas souhaitable pour des jeunes de moins de 14 ans, par exemple, aurait contrevenu un peu à la liberté d'expression. C'était pas la première fois que des groupes de musique étaient amenés devant les tribunaux en lien avec ou des rituels sataniques ou des assassinats. Il y avait eu avant Judas Priest, Ozzy Osbourne avait été traîné devant des tribunaux pour des raisons à peu près semblables. On pourrait faire la file, en fait, une liste plutôt de tous les groupes métal. Oh oui, à un moment donné, on se fera... Non, mais on se fera à un moment donné toutes les histoires devant les tribunaux liées au satanisme qui impliquaient des groupes de musique comme ça. C'est passionnant en soi de voir un peu ce qui s'est discuté devant les tribunaux. Mais bref, tout ça pour dire, parce que on doit bien en sortir, là, je vois le temps qui file, mais dans le cas d'Elise Paler, les parents ont été déboutés parce qu'on jugeait que mettre une pastille ou interdire ou limiter l'accessibilité à cette musique contrevenait à la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, nos trois jeunes sont toujours derrière les barreaux. Juste avant d'entrer en onde cet après-midi, cet après-midi, avant d'entrer en onde, je suis allé vérifier sur au bureau des centres carcéraux aux États-Unis. Nos trois jeunes sont toujours détenus et il n'y a pas de date annoncée pour l'éventuelle libération possible de Casey. Mais comme je l'ai mentionné, ça pourrait se faire d'ici la fin de l'année. Donc voilà un triste événement qui, encore une fois, nous rappelle que il faut être prudent lorsqu'on n'est pas... Dans le fond, comme tu l'as si bien mentionné, Elise Paler n'est pas responsable de sa mort, mais le fait qu'elle a baissé sa garde, n'a pas été assez prudente, l'a entraînée dans une spirale qui, malheureusement, lui aura coûté la vie. Exact. Avant qu'on se laisse attirer, et que ça a fasciné plutôt les auditeurs, ça a attiré extrêmement l'attention ce soir, notre sujet, Christian. C'est une série, on va en parler rapidement. On a une petite bande-annonce qui vient tout juste de sortir sur Netflix et c'est déjà dans ma liste. Oui, c'est ça. Donc, on a parlé en début d'émission, ce satanisme hollywoodien, les gens avec les toges qui font des rituels sataniques, tout ça, qui est très, très un gros fantasme hollywoodien. On a une série qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle Le Diable en Ohio, qui parle justement d'un groupe satanique avec évidemment toute l'imagerie, le fantasme hollywoodien. Donc c'est à regarder si les histoires de culte satanique vous intéressent. Le Diable en Ohio. Et je t'ai même sorti la bande-annonce. Nous allons l'écouter avant d'aller à la pause. Christian, merci beaucoup. Tous les épisodes sont disponibles sur radiox.com. Bonne fin de semaine à toi, aux auditeurs aussi. On se retrouve lundi prochain. Parfait. Ciao. Bye bye. Ils se font appeler les enfants du diable. On en sait très peu sur cette communauté. Elle s'est peut-être extirpée physiquement de la secte, mais son idéologie est encore inscrite en elle. Je vous présente May. On l'héberge chez nous. Je la trouve bizarre. Ma famille était très religieuse.